Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous présente les 8 plus minces livres dans ma bibliothèque. J'aurais pu faire un top 10, un top 10, mais il y a des livres que je n'ai pas aimés, qui sont très minces, et ça me tentait pas de vous les présenter tout simplement parce que je ne serais pas enthousiaste et joyeuse à l'idée de vous les présenter. Donc c'est pour ça que j'en ai que 8. Alors on va commencer sans plus tarder. Le premier que je vous présente s'intitule La métamorphose, d'Hélène Keller. Donc, c'est l'histoire de Hélène Keller, cette célèbre femme qui est née aveugle, muette, sourde. Et c'est pas mal tout, on va arrêter là, c'est déjà assez. Donc, on s'en doute, elle a eu une enfance assez difficile, où elle était assez refermée. Et un jour arrive cet ange dans sa vie, une jeune femme qui devient sa tutrice et qui va lui apprendre à vivre avec ses handicaps. Donc, je me souviens d'un passage parce que ça fait particulièrement longtemps que je l'ai lu, mais je me souviens en avoir eu en fait, j'en ai un bon souvenir. Et je me souviens d'un moment où la tutrice va lui apprendre les couleurs, puis elle va lui apprendre en lui mettant quelque chose dans la main. Elle va faire que Hélène Keller va relier la couleur à un sentiment, à un toucher, quelque chose. Puis je trouve ça tellement fou, justement, dans cette histoire-là, comme adaptée pour les enfants, de voir comment des choses qu'on entend par l'ouïe peuvent être associées ou comprises d'une autre manière, soit par le toucher ou par le goûter. Donc, de mélanger les sens, je trouve ça vraiment fascinant. Puis, il y a quelques images par-ci, par-là. Donc, ici. Alors, pour vous situer un peu, la période où vit Hélène Keller, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle devient sourde, aveugle et muette en 1880 aux États-Unis. Alors, la tutrice, je ne l'ai pas encore nommée, elle s'appelle Annie Sullivan. Pour ceux non plus qui ne le savaient pas, Hélène Keller, à un âge très vénérable, pouvait donner des conférences sur sa vie, sur sa condition. Elle a appris le braille, donc elle faisait des conférences aussi là-dessus, partout dans le monde. Là, elle était debout, puis elle parlait et tout, donc je trouve ça vraiment très inspirant de lire l'histoire d'une jeune femme qu'on pense qu'elle va vivre une vie de merde à cause de tout ce que nous, on a et qu'elle n'a pas. Elle est née avec tellement de manque, et de voir qu'une personne comme ça, avec de l'aide, puis de l'encouragement, puis de l'amour, peut grandir et s'émanciper comme ça, ben, c'est très encourageant et très rassurant pour ma part. Et puis c'est écrit par Margaret Davidson et illustré par Georges Lemoine. Ensuite, on a Jet de Christian Bobin chez Folio. Et ce livre-là, j'ai dû le lire pour l'école. Puis je me souviens vraiment pas du synopsis, je pourrais pas vous en faire un résumé. En plus, en arrière, c'est pas vraiment très inspirant comme résumé. Je veux dire, c'est pas très touffu comme résumé. Mais ça m'avait laissé une telle impression. J'ai jamais rencontré un personnage aussi bizarroïde que Jet. C'est un enfant, je me souviens plus, je pense que c'est une fille, mais c'est un enfant qui vit dans le monde, puis on voit comment lui appréhende le monde. Quelle relation il va développer avec un jour sa prof de piano, les choses qui se passent dans la vie courante, mais de son point de vue à ce personnage-là, c'est tellement... J'ai pas de mots, hein. J'ai jamais vu un personnage enfant aussi différent, aussi unique, avec une vue sur le monde aussi étrange des fois. Ça m'avait juste... voilà. Et c'est pas mal ça. Je vous encourage à aller jeter un coup d'œil, vraiment. Ensuite, on se retrouve avec le très célèbre La Métamorphose de Kafka, ici édition de Claude David chez Folio Classique. J'adore la page couverture, ça fait partie des rares belles couvertures chez Gallimard, Folio Classique, chez les classiques, parce qu'on s'entend que Gallimard fait des très belles couvertures de livres pour enfants, mais bref, concernant les classiques, j'ai dû le lire pour l'école aussi. J'ai beaucoup apprécié voir l'évolution de la famille de ce jeune homme qui un jour se réveille un peu monstre, un peu beaucoup, et puis la famille au début va le supporter, va l'aider, va être un peu horrifiée, mais va continuer de l'aider dans sa vie courante, mais peu à peu elle va devenir méchante avec lui, elle va être affectée par le fait qu'il soit vraiment une grosse bébite laide, puis j'ai beaucoup aimé voir l'évolution des comportements des gens autour de lui, envers lui. Donc voilà.
Ensuite, on se retrouve avec un livre sur la Deuxième Guerre mondiale de Éric Emmanuel Schmitt, soit L'Enfant de Noé, que j'ai chez Le Livre de Poche. Et j'adore les livres sur la Deuxième Guerre mondiale. J'adore Emmanuel Schmitt et bon, j'ai manqué le premier prénom, mais bref, vous comprenez. Et j'en ai d'autres livres de lui d'ailleurs. C'est l'histoire d'un pasteur qui va sauver des petits enfants juifs. Et le truc pour les sauver, c'est que il dit aux enfants qu'il sauve qu'il doit faire en semblant d'être chrétien et lui doit faire en semblant d'être juif. Donc, je vois pas en quoi ça l'aiderait à ce monsieur-là qui sauve les enfants de se faire passer pour un juif. Mais, bref, le pasteur va sauver cet enfant-là et c'est l'histoire de comment ils vont s'en sortir ensemble parce que le petit garçon a perdu sa famille, on s'en doute. Et ça se passe en 1942. C'était vraiment et vachement, ça fait vrachement. Nouveau mot, vous retournez ça. J'ai vraiment de la misère à parler. Bref, je m'arrête ici. Ensuite, on a une lecture très aimée et lue il y a très longtemps, soit Écrire de Marguerite Duras. Ma prof de français au secondaire me l'a prêté. Je l'ai lu et je l'ai adoré. Je lis pas beaucoup de Marguerite Duras. Je me suis pas aventurée dans ses autres écrits parce que y a tellement d'autres choses qui m'ont intéressée et que je l'ai oublié. Mais quand on m'a passé ce livre, c'est tellement bon, puis ça a l'air différent de tout ce qu'elle a écrit avec les histoires d'amour, les histoires sur son enfance, sa pauvreté, parce qu'il paraît-il qu'il y a beaucoup d'autobiographies dans ses ouvrages. Ici, on se concentre vraiment sur l'activité d'écrire, parce que Marguerite Duras, je veux dire, elle écrit, c'est sa vie écrire. Donc là, on voit sa vision de l'écriture, quelle vie on mène quand on écrit, parce que écrire, c'est relié toujours à la solitude. L'histoire, si on peut dire qu'il y a une certaine narrativité dans ce texte-là, c'est qu'elle est seule dans une maison et puis là, elle raconte comment se passent ses journées quand elle est en train d'écrire un livre. Donc, c'est vachement intéressant. On retrouve le style très caractéristique de Marguerite Duras avec des phrases très courtes, un style assez simple et moi, j'avais juste adoré. J'avais adoré. Ensuite, on retrouve L'invention de Morel de Adolfo Bioy Casares aux éditions 10-18. Alors, c'est un autre livre d'école, vous ne serez pas surpris à ce point-là, et c'était lors d'un cours où la thématique c'était lire des auteurs hispaniques. Donc, on a lu Borges, on a lu... oh non, je peux pas l'oublier, c'est mon préféré. J'oublie tout le temps ce que j'aime le plus. Ça n'a pas de bon sens. Casares, Borges, je m'en souviens vraiment plus. Donc, je vous le mettrai dans le vidéo à quelque part, mais lui, c'est mon préféré. Celui que j'ai oublié, c'est mon préféré. Et oui. Donc, pas du tout de contradiction dans ma vie. Alors, L'invention de Morel, c'est particulièrement intéressant comme thématique qui va être abordée dans le livre. Alors, c'est un homme qui se retrouve seul sur une île et qui un jour voit une femme aller sur la plage et à chaque fois qu'il y a une nouvelle journée, il revoit cette femme-là mais faire exactement les mêmes choses. Et il l'épie, il la suit, il tombe en amour avec, il tombe amoureux d'elle et se rend compte un peu plus tard que c'est une image, que c'est comme un hologramme qui fonctionne à partir d'un ordi caché à quelque part, qui projette ces images-là et qui se répète jour après jour. Et donc, ça pose la question, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'on peut tomber en amour? Ça, c'est un anglicisme, c'est pas bien de dire tomber en amour, mais est-ce qu'il peut tomber amoureux d'une femme hologramme? Est-ce qu'il tombe amoureux de son image ou il tombe amoureux vraiment de la femme? Parce que c'est des vidéos, des projections de ses dernières journées à elle quand elle était sur l'île, au moment où elle y était. Et on voit donc pas toute sa personnalité, on voit certaines images d'elle. Donc, ces questions-là, on les a abordées en classe, puis j'ai pas encore vraiment trouvé de réponse, puis en classe non plus, mais c'est vraiment intéressant de réfléchir là-dessus après avoir lu l'œuvre. L'œuvre en tant que telle est imprégnée d'une atmosphère un peu étrange, énigmatique, latente, qui m'a vraiment beaucoup fascinée. C'est pas le livre de plaisir que j'irais lire comme ça, spontanément, mais
pour réfléchir, pour découvrir quelque chose de nouveau, putain, désolé, hein, dirigez-vous vers l'invention de Morel. C'est vraiment différent, puis ça permet de poser ces questions-là que je viens de vous expliciter. Voilà. Ici, on a Sarrazine de Balzac chez le livre de poche qui est à 1,50 €. C'est bien, c'est comme imprimé. Je trouve ça tellement laid quand c'est imprimé sur la page couverture. Au moins ici, mais pas en avant. Mais bref, Sarrazine, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, c'est l'histoire d'un jeune homme qui fait ses débuts dans le monde artistique et qui un jour, allant au cinéma, il va au cinéma, on est en quelle année là? On est en 1830. Donc, un jour, il s'en va à l'opéra et tombe amoureux de la jeune femme qui chante sur scène. Et là, je sais pas si c'est supposé être un punch là, mais l'histoire porte sur la thématique des castrats, soit les hommes qui chantent bien quand ils sont des petits garçons et qu'on castre lors de la puberté pour qu'ils gardent leur voix aiguë et qu'on déguise en femme par la suite pour cacher le subterfuge. Donc, le jeune artiste qui tombe amoureux de la dame sur scène, on se doute qu'elle est elle sur la scène. Sauf que le jeune homme artiste, lui, il sait pas que c'est peut-être un castrat. Donc, c'est très intéressant de voir les jeux de cachet, de déguisement, de lire l'épanchement du jeune artiste amoureux qui s'en peut plus, de voir Zambinella, qui est la fameuse chanteuse ici. Tout ça, c'est très intéressant. Et j'adore les descriptions de Balzac. D'ailleurs, c'est dans ce livre-là que j'ai découvert Balzac. Et les descriptions du début, qui est une scène de bal, où on décrit la dame, l'hôtesse en fait, où on décrit ses vêtements, sa beauté, son charisme, tout ça, les décors, les rideaux, les lumières. J'ai tellement aimé ça. Ça l'a pris quelques pages, là, se mettre dans l'action. Mais moi, je lisais la description puis je bavais de plaisir, quoi. Donc, je suis pas mal balsacienne dans mon cœur. Et enfin, pour la fin, comme bonbon, je vous présente Le libraire de Girard Bessette aux éditions Pierre Tisser, qui est une œuvre québécoise. Donc, c'est mon devoir et mon plaisir de vous présenter des œuvres québécoises, puisque je doute que vous n'en lisez pas tant si vous habitez pas au Québec. Donc, ça vous fait quelque chose de nouveau à explorer. Alors, Le libraire, c'est vraiment intéressant et reconnu ici parce que on suit l'histoire d'un homme terne qui s'exprime pas beaucoup, qui est vraiment... il se fout de tout et qui va travailler dans une librairie. Donc, c'est un personnage assez intéressant parce qu'il est attaché à rien. C'est comme l'étranger de Camus, version québécoise. C'est à une époque de la vie du Québec où, en 1920, il y a encore... le clergé qui contrôle un peu la lecture des livres, ce qu'on présente dans les librairies, ce qu'on vend, ce qu'on enseigne dans les écoles, et qui proscrit la lecture de certains livres. Donc, le libraire, je me souviens plus de son prénom parce que c'est vraiment pas ça qui est important, mais fait que je l'appelle le libraire. Lui s'en va un jour travailler dans une librairie, ça fait... Oui, il travaille déjà dans une librairie et lui ne s'amuse pas à conseiller des livres aux gens, mais plutôt à leur dire « Ah, ça c'est moche, ah ça c'est moche ». Ah, ça, lisez vraiment pas ça, ça vaut pas la peine. Fait que, voilà. Et un jour, on lui propose la job secrète, le travail secret, de s'occuper du Capharnaüm. Et dans la librairie, le Capharnaüm, c'est la place où il y a les livres proscrits, tout alignés les uns les autres, à côté des autres. Et on les donne aux gens qui demandent précisément ce livre-là. Donc, en secret, évidemment. Donc, le libraire qui se fout de tout va s'occuper de cette place-là. Donc, il va y avoir une aventure. C'est sûr qu'il va y avoir une petite histoire d'amour. Puis, je trouve ça le fun parce que c'est là qu'on voit comment cet être si terne va se comporter en amour. C'est quoi pour lui? Comment il va agir avec cette situation-là? Comment il voit ça, une femme? Donc, c'est très intéressant pour toutes ces raisons. Donc voilà, c'était tout. Je me suis beaucoup épanchée sur certains livres, mais j'étais vraiment très enthousiaste, puis je voulais vous en donner comme une bonne idée si vous les aviez pas lus. Moi, ça m'a rendue très heureuse de vous présenter tout ça. J'espère que vous avez aimé ça en retour. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une super belle journée et évidemment de très très belles lectures. Voilà, donc bye bye!